Bonjour à tous. Alors, j'ai finalement pu aller voir le nouveau film de Christopher Nolan, l'Odyssée. J'ai pu le voir cette semaine et j'ai eu envie d'en faire une critique calme, qui est néanmoins le fruit d'une grande déception de ma part. Alors, je vais commencer par vous donner quelques éléments techniques et puis ensuite, l'idée c'est de vous parler dans un premier temps des dialogues et de la narration, ensuite des images et du son, et puis ensuite d'arriver au plus gros problème pour moi dans ce film qui est l'abandon de la vraisemblance, et enfin voilà une petite conclusion pour rappeler tout ça. Alors, donc je vous l'ai dit, c'est un film de Christopher Nolan qui est assez long, il dure presque 3 heures, donc qui a été filmé en IMAX, qui est un format particulier de projection, comme vous le savez peut-être, avec une bande son de Ludwig Göransson, qui est, pour ma part en tout cas, un musicien que j'apprécie beaucoup, et qui avait notamment fait la bande originale du Mandalorian, qui est pour moi vraiment un chef-d'œuvre, en tout cas pour les musiques de films. Alors, donc tous ces éléments laissaient quand même présager quelque chose qui avait les moyens d'être très qualitatif. Et voilà, malheureusement, ça n'est pas le cas. Alors, pour vous rappeler quelques petits éléments de contexte, l'Odyssée, qui est donc le texte qui a inspiré le film de Nolan, c'est un poème grec d'Homère qui est très long, qui est composé de 12 000 vers et qui est divisé en 24 chants. Alors, il raconte le retour après la guerre de Troie d'Ulysse chez lui à Ithaque, et il s'intéresse également beaucoup à l'épouse d'Ulysse, donc Pénélope, et à leur fils, le jeune Télémaque. Alors, c'est un texte du 8e siècle avant Jésus-Christ qui s'inspire en fait d'événements beaucoup plus anciens, survenus probablement autour du 13e siècle avant Jésus-Christ. Donc, déjà au moment où le poème d'Homère est écrit, les événements qu'il entend relater, du moins en partie, sont déjà très anciens, puisqu'ils eurent lieu au XIIIe siècle en Asie mineure, en actuelle Turquie, autour de la ville de Troie notamment, qui est un vrai site archéologique, pour ceux qui peut-être l'ignorent. La ville de Troie a réellement existé. Alors, avec tout ça, on avait quand même la possibilité de faire quelque chose de très beau, notamment parce que le texte d'Homère, évidemment, est d'une grande qualité poétique, et on a de très bonnes traductions de ce texte, pour ceux qui ne peuvent pas lire le grec ancien couramment, comme c'est mon cas. Donc, par exemple, en français, vous avez la traduction très connue de Philippe Jacotet, et je voudrais simplement vous lire quelques vers, les premiers vers en fait de l'Odyssée d'Homère, dans cette traduction, pour que vous compreniez un peu de quoi il s'agit. Alors, les voici. Ô muse, conte-moi l'aventure de l'inventif, celui qui pilla Troie, qui pendant des années erra, voyant beaucoup de villes, découvrant beaucoup d'usages, souffrant beaucoup d'angoisse dans son âme sur la mer pour défendre sa vie et le retour de ses marins, sans en pouvoir pourtant sauver un seul. Donc, vous voyez, c'est très beau. Homère a un grand génie littéraire, il est capable en quelques vers d'annoncer ce dont le poème va parler. Donc on aurait pu espérer des beaux dialogues, des dialogues qui font écho à cette poésie homérique, sans toutefois la paraphraser, on est bien d'accord, c'est pas possible. Et il n'en est rien. Voilà. Moi j'ai trouvé que les dialogues étaient extrêmement plats, qu'ils étaient très proches de la manière que nous avons de parler actuellement, spécialement dans la version originale en anglais. J'ai pas vu la version française, mais voilà, c'est l'anglais, l'anglo-américain qu'on parle de façon habituelle, qui est interchangeable à peu près avec ceux des autres séries, en dépit d'une petite tentative d'évoquer de façon poétique Homère. Mais ça, j'y reviendrai parce que d'une part, c'est très anecdotique, et puis en plus, ça participe du principal problème de ce film. Donc voilà, sur le plan des dialogues, pour moi, c'est raté. Il y a également un autre point qui est très important sur la structure du poème, c'est que Homère avait également un génie de l'organisation. La manière dont la narration des chants est organisée est extrêmement intéressante.
c'est pas parfaitement linéaire. Donc il y avait quelque chose à faire là-dessus, sans toutefois dire qu'on pouvait reprendre toutes les parties de l'Odyssée, ce qui à nouveau n'est pas possible dans un seul film. Mais voilà, là Nolan a voulu imposer sa propre vision. Il ne s'est pas effacé derrière un texte qui dépasse largement ses qualités artistiques. Et ben là aussi, ça n'a pas manqué. Homer a gagné et pas Nolan. Ça, c'est très visible notamment dans tout ce qui a été ajouté et enlevé. Donc voilà, Nolan a fait le choix d'enlever des éléments très importants, j'en ai noté quelques-uns. Donc vous avez par exemple l'absence de Nestor au chant 3. Vous avez aussi l'absence de Nausicaa et des Phéaciens. Ça c'est pareil, c'est très étonnant. Et surtout, et ça pour le coup il n'y a pas d'excuse pour ne pas l'avoir mis dans le film parce que ça n'aurait rajouté que quelques secondes à l'ensemble, il n'y a pas le fameux dialogue entre Ulysse et le cyclope Polyphème. Vous savez, quand Ulysse, pour essayer de cacher son identité à Polyphème, lui dit « mon nom est personne ». Et bien ça n'y est pas, et incompréhensible. Et en fait, Polyphème dans le film est représenté comme un personnage monstrueux, ça on s'y attendait un peu, mais qui parle très très peu en fait. En réalité, on l'entend murmurer aux dieux, il parle avec les dieux. Mais c'est très bizarre parce que dans l'Odyssée, il y a tout un dialogue avec Polyphème, et Polyphème en grec, ça veut dire celui qui parle beaucoup. Donc là, moi j'ai pas pu m'empêcher d'y voir une ironie presque comique en réalité. Donc voilà, vous voyez, il y a des... Donc oui, aussi, on n'a pas Éole au chant 10. Bon, ça, c'est pareil, j'ai pas compris. Mais c'est surtout que, pourquoi enlever des éléments importants du poème pour en rajouter d'autres qui ne sont pas dedans? C'est absurde. Voilà, moi j'ai pas compris pourquoi Nolan avait fait ça, et je pense que c'est une erreur. Et dans les choses qui ont été rajoutées, il y a notamment le personnage qui est joué par cette actrice qui s'appelait avant Ellen Page et qui maintenant s'appelle Elliot Page. Voilà, c'est pareil, on ne sait pas pourquoi ça a été rajouté, mais voilà, ça n'était vraiment pas une nécessité. Voilà. Alors on en arrive à un autre aspect du film, donc plutôt sur l'image, les costumes, le son. Donc l'image c'est du Nolan, donc image sombre avec des plans très larges ou au contraire très resserrés, donc ça c'est ce qui est permis évidemment par, j'imagine en tout cas, le format IMAX. Le problème c'est que les plans resserrés, notamment lors des scènes d'action, pour ma part en tout cas j'ai trouvé que c'était assez confus. Là j'entendrais que quelqu'un ne soit pas d'accord avec moi évidemment, je pense que ça peut plaire à certaines personnes. Moi-même, quand c'est bien réalisé, je trouve que ça renforce l'effet immersif, on a l'impression d'être dans la bataille, mais là, pour le coup, ça ne m'a pas du tout convenu, notamment durant le passage où les marins d'Ulysse se retrouvent coincés, vont de Caraïbes en Scylla, pour reprendre l'expression consacrée. Mais là, je conçois tout à fait que ça soit une question de goût. Les costumes, par contre, c'est très difficile. On avait vu dans les bandes annonces que les costumes des géants en aluminium chromé c'était pas une réussite, mais en fait c'est pire que ça parce que les costumes des Troyens sont vraiment très étonnants. En fait on dirait qu'ils sortent d'une série de science-fiction. Voilà, moi je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un crossover entre l'Odyssée d'Homère et Star Trek? Peut-être, pourquoi pas. En tout cas voilà, ça tombe à plat et surtout ça brise l'immersion du spectateur, du téléspectateur dans l'histoire. Voilà, donc c'est très étrange et il y a quand même un élément là aussi qui pour moi est incompréhensible, c'est que à Ithaque, dans la grande salle du palais où les prétendants qui souhaiteraient épouser Pénélope font banquette, font festin tous les jours, eh bien sur les murs on voit en fait des armes et des armures qui sont fixées là. Et si on les regarde bien, eh bien on remarque que notamment les boucliers s'inspirent en tout cas de l'arsenal de l'âge du bronze. Donc pourquoi mettre sur les murs du palais d'Ithaque des armes et des armures qui ressemblent un peu à ce qu'on faisait à l'âge du bronze, pour ensuite donner aux personnages dans les scènes d'action des costumes qui ne ressemblent absolument pas à ce qui se faisait. À nouveau, je comprends que dans un péplum, on ne puisse pas avoir une fidélité archéologique et historique, ça paraît normal. C'est une œuvre de fiction, mais là, je trouve que c'est poussé beaucoup trop loin, et il y a encore, comme je viens de
de le montrer, des incohérences qui font que, on ne comprend pas pourquoi Christopher Nolan a fait ce choix. On en vient à un point qui m'a énormément déçu, c'est la musique. Je trouve que dans ce film, il y a beaucoup de bruitage et beaucoup de bruit, mais je n'ai pas retenu un thème musical majeur. Voilà. Vous savez, la musique de film, parfois, elle reste dans la tête, on s'en souvient des années après. Et ben, moi, je mets au défi quiconque de trouver ça dans l'Odyssée. Voilà. Et c'est d'autant plus décevant que Ludwig Göransson est un grand musicien. Et il a prouvé à plusieurs reprises qu'il était capable de faire de très belles choses. Et là, c'est absolument pas le cas. Vraiment pas. Et c'est d'autant plus dommage que la musique et le chant étaient si importants pour les Grecs du temps d'Homère. Si important. Donc il y avait vraiment quelque chose à chercher de ce côté-là. Et ça n'a pas été fait. Et enfin, sur les décors... Bon, là aussi, on pouvait pas s'attendre à des reconstitutions archéologiques, bien que, à nouveau, et c'est pour ça que je vous dis que ce film est très étrange, on a l'impression que Christopher Nolan a essayé de donner à Troie une échelle plus humaine. C'est pas une mégapole gigantesque peuplée de centaines de milliers de personnes. C'est une ville fortifiée, avec, il me semble, une acropole. Mais on a essayé, voilà, de faire quelque chose qui est un peu plus à taille humaine que dans ce qu'on peut voir dans certains péplums. Donc pourquoi pas, c'est plutôt un bon point. Mais dans ce cas-là, pourquoi avoir choisi, et c'est très étrange, de représenter le palais de Circé comme une espèce de massue en pierre en ruine? C'est absurde. Dans le chant 10 de l'Odyssée, les marins d'Ulysse sont accueillis dans ce qu'on imagine être un palais. Ils sont attirés à l'intérieur de ce palais où il y a du miel, du vin. Voilà, donc bon, ça, là aussi c'est un choix que pour ma part je n'ai pas compris, qui s'explique peut-être par des raisons qui m'échappent, mais voilà, en tout cas moi ça m'a complètement débranché du film. Mais en fait tout ça, j'ai envie de vous dire que c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus grave. Voilà, le plus grave c'est l'abandon de la vraisemblance. Vous savez, la vraisemblance c'est pas le réel, c'est pas la vérité. C'est ce qui vous permet d'adhérer, de rentrer dans une pièce de théâtre, un film, c'est d'y adhérer. Donc, vous regardez, vous assistez à une représentation artistique, vous savez bien que c'est pas le réel, mais vous avez suffisamment d'éléments pour pouvoir rester dans l'illusion. Vous adhérez volontairement à l'illusion. Mais là, cette illusion du cinéma, elle est brisée parce que, pour des raisons politiques, eh bien, la vraisemblance n'existe pas. Et c'est pour ça que, pour moi, et c'est ce que je m'efforce de faire dans cette critique, on peut pas dissocier le fond et la forme. C'est impossible. Les deux vont toujours ensemble. Et dans ce film-là, c'est un cas d'école. Les problèmes sont à la fois le fond et la forme. Alors, cet abandon de la vraisemblance, je vais y venir, mais avant, je voudrais quand même vous dire qu'il y a des bons points dans ce film, et notamment au niveau du casting. Matt Damon en Ulysse, mais formidable. Quand on le voit, en fait, on peut pas imaginer un autre acteur vivant jouer Ulysse à sa place. Il est vraiment dans le rôle. Idem pour Anna Thaoué qui fait Pénélope. Elle est parfaite. Et le jeune Tom Holland aussi en Télémaque. J'avais quelques doutes. Et en fait, non, ça marche très bien. C'est un très bon Télémaque. Mais voilà, on ne peut pas sauver un film qui a d'aussi graves défauts structurels en dépit d'excellents premiers rôles. Voilà, ça ne marche pas. Et cet abandon de la vraisemblance, il provient notamment du choix d'un casting diversitaire et inclusif. Ce qui est d'autant plus dommage que les acteurs qui ont été choisis sont de bons acteurs. Le problème, c'est qu'on est au 8e siècle avant Jésus-Christ, dans un monde grec, dans un monde qui est peuplé d'Achéens, d'Indo-Européens, et on n'est pas dans la société diversitaire nord-américaine du 21e siècle. Donc, vous voyez par exemple l'acteur Himesh Patel, qui est d'origine indienne, je pense, qui joue Euryloque, donc un des compagnons d'Ulysse. On n'y adhère pas. L'excellent Corey Hawkins, qui est d'origine africaine, qui joue un des prétendants, qui dialogue beaucoup notamment avec Antinous, qui est joué par Robert Pattinson. C'est pareil, moi j'ai vu ça, je ne peux pas rentrer dans le film.
On peut également citer un autre prétendant, Ankylos, qui est joué par un acteur, toujours pareil, excellent acteur d'origine asiatique, qui s'appelle Wen Yun Lee. Voilà. Et je pense que le pire, c'est que dans le film, vous avez une représentation de l'Aède. Donc l'Aède, c'est le poète. Le poète, c'est Homère. Et ce poète est joué par un rappeur américain d'origine africaine, Travis Scott, qui est très connu. Pourquoi avoir fait ça? Donc vous voyez, ceux qui disent que voilà, les gens ont râlé parce que on a choisi Lupita Nyong'o pour jouer Hélène de Troie et Clytemnestre. Au passage, Hélène de Troie et Clytemnestre ne sont pas des sœurs jumelles. Donc pourquoi avoir choisi la même actrice pour jouer les deux? On ne sait pas. Vous voyez, il n'y a pas que ça, il y a tout ce que je viens de vous citer. Dans Les Compagnons d'Ulysse, dans Les Prétendants à Ithaque. En fait, c'est partout. Et ça brise la vraisemblance. On n'y croit plus. Moi, je n'y crois pas. Et ça m'a gâché le film. Et je pense que, en dépit du grand succès que ce film sera, eh bien, je ne serai pas le seul. Et je le redis, le monde d'Homère, qui est relativement bien connu grâce à la littérature, grâce à l'archéologie et l'histoire, eh bien, c'est pas le monde dans lequel nous vivons. Et bien que nous soyons dans un péplum, eh bien, je pense que Christopher Nolan aurait dû, pour pouvoir maintenir la vraisemblance, il aurait dû essayer de créer cette distance. Voilà. J'en arrive à ma conclusion. Donc je viens de vous le dire, je pense que ce film sera un immense succès. Je crois qu'il a déjà remboursé 2 ou 3 fois son budget initial. Les acteurs principaux sont excellents, mais in fine, c'est un échec artistique parce que il y a un abandon de la vraisemblance pour des questions politiques. Et je le dis bien, pour des questions politiques. C'est un choix, car on ne le retrouve pas, ce choix, dans certains films. Hein. Dans l'adaptation cinématographique de Vaiana, donc Vaiana en prise réelle, les acteurs, eh bien, et ce ne sont pas des acteurs européens. On a bien compris que pour représenter une société polynésienne, il fallait prendre des acteurs qui aient cette origine, et c'est normal, c'est parfaitement normal. Et on pourra m'objecter, à raison, que Hollywood est coutumier du fait. Pensez à John Wayne qui joue Gengis Khan. Pensez je crois que c'est Peter O'Toole qui incarne un personnage d'origine arabe, le Mahdi, dans Khartoum, je crois. Faudra peut-être vérifier ce dernier point. Ça existe, ok, je le reconnais, mais pas dans ces proportions-là. Et surtout, là, à notre époque, en 2026, ce choix politique ne concerne que les films qui nous parlent de l'Europe, du monde occidental, que ce soit la France ou la Grèce. Et donc ce film, eh bien, c'est une insulte à la culture grecque, c'est une insulte à Homère, et fort heureusement, comme c'est un échec artistique, je ne suis pas certain qu'il restera dans les mémoires, en dépit de son immense succès. Et bien voilà, c'était ma critique, un peu au vitriol, je le reconnais, mais je pense quand même avoir donné des éléments factuels. N'hésitez pas à en discuter pacifiquement et respectueusement dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt sur la Colline des Muses.